Bon, eh bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre des presses de l'ENSIB au CDML. Aujourd'hui, c'est autour de 2 titres que nous sommes réunis. Recherche francophone sur les éducations aux médias, à l'information et au numérique, et sur quoi se fondent nos interprétations. 2 titres pour une même thématique, l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Vous avez remarqué que les images d'actualité, photographies, photomontages, caricatures suscitent régulièrement des polémiques virulentes où chacun cherche à imposer la juste manière de les interpréter. Vous avez aussi remarqué que, en connexion quasi permanente, la place des réseaux sociaux alimente les débats médiatiques. Alors, comment aborder le champ de l'éducation aux médias d'une manière inédite ? Pour en parler, nous sommes heureux d'accueillir et remercions la présence de plusieurs des auteurs de ces 2 ouvrages. Alexandra Semer, professeure à l'Université Paris 8, co-directrice du Centre d'études sur les médias, les technologies et l'international CEMTI. Nolwenn Tréondard, donc je suis désolée, mais je me suis trompée dans l'orthographe du chevalet, de l'affiche, mais c'est bien vous. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication au laboratoire Centre de recherche sur les médiations, le CREM, Université de Lorraine, et Éric Delamotte, professeur à l'Université de Rouen-Normandie en sciences de l'information et de la communication. Cette rencontre sera animée par Florence Salanouve, directrice de la valorisation aux presses de l'ENSIB. Mesdames, Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup Marie-Caroline et bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous remercie d'avoir bravé ce temps pluvieux pour venir nous rejoindre. Et je remercie évidemment tout d'abord l'équipe de la bibliothèque Buffon, menée d'une main de maître par Marie-Caroline Bretillot, qui nous accueille toujours avec générosité au sein de la ville de Paris, et avec, en partenariat avec Bibliocité, qui est partenaire de ces rencontres des presses de l'ENSIB. Alors, je suis Florence Salanouve, directrice de la valorisation de l'ENSIB. Qu'est-ce que ça signifie, la valorisation ? C'est les éditions de l'ENSIB, la programmation et la bibliothèque de l'ENSIB, École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques. Je remercie donc au nom de la directrice de l'ENSIB, Nathalie Marcereau-Ramel, les intervenants présents que Marie-Caroline a présentés, qui nous font l'amitié d'intervenir aujourd'hui autour de ces 2 ouvrages publiés aux presses de l'ENSIB dans la collection papier, collection dont l'ambition est d'allier la recherche universitaire et professionnelle autour des sciences de l'information et des bibliothèques. Donc nous allons explorer dans le temps imparti les enjeux de l'éducation aux médias et à l'image, ses définitions, ainsi que ses différentes approches. Et je vous remercie également pour votre présence. Avant d'engager le débat, je voudrais mettre en lumière 2 points de mon côté. Premièrement, vous indiquez que l'ENSIB est particulièrement engagée dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'image et la lutte contre la désinformation. Et ces 2 publications qui témoignent de notre engagement fort dans ce domaine. L'ENSIB est une des rares écoles en Europe qui forme les professionnels de l'information. Et nous sommes engagés dans un programme EMI, l'éducation aux médias et à l'image, en partenariat avec le ministère de la Culture. Et nous organisons 3 fois par an, en lien avec l'INSPE de l'Académie de Lyon, des rencontres à destination des professionnels, des documentalistes et de toutes les communautés professionnelles. Donc c'est en ligne, on a un programme dédié à ce sujet. Nous avons également un partenariat avec l'UQAM, l'EBAD et l'OIF, qui mobilisent nos chercheurs, et notamment Suzanne Kovacs, dans des travaux de lutte contre la désinformation. Il s'agit, dans ce cas, d'un projet de recherche appliqué qui vise à la création de kits pédagogiques autour de la fiabilité de l'information. Et l'ENSIB propose également une programmation dans ces murs
puisque nous sommes dans une programmation hors les murs ici. Le 19 octobre, en ligne et en streaming, une conférence autour de la désinformation sera organisée avec comme intervenant David Collomb, professeur agrégé d'histoire à l'IEP de Paris, et notre collègue Nicolas Beaupré, professeur des universités en histoire contemporaine à l'ENSIB, qui va modérer la discussion. Donc cette intervention est en ligne le 19 octobre, ça s'intitulera « La désinformation, une arme de guerre dans le monde contemporain ». Et nous avons donc la prochaine conférence également, qui sera certainement une de mes questions, l'éducation aux médias et à l'information, forme-t-elle des citoyens, qui aura lieu à l'ENSIB le 26 novembre. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces deux ouvrages sont publiés dans cet axe-là, conformément au projet de l'ENSIB et du projet d'établissement. Et que c'est, dans le deuxième point que je voulais vous indiquer, c'est que les presses de l'ENSIB font partie des éditions de l'ENSIB, dont les presses de l'ENSIB sont partie intégrante, avec les différentes collections, collection papier, avec les deux ouvrages que voici, collection La Numérique, en ligne, dirigée par Muriel Amar, collection Boîte à outils dirigée par Catherine Jackson, le bulletin des bibliothèques de France également entre dans le cadre des éditions de l'ENSIB, à la fois le bulletin des bibliothèques en ligne et ensuite en version papier, et la revue de recherche de l'ENSIB Balisage qui vient d'entrer dans Open Edition Journals, la plateforme de revue en sciences humaines et sociales. Donc c'est une réussite de cette semaine. Donc je la partage avec vous. On est particulièrement ravis pour nos collègues chercheurs de l'ENSIB qui ont fait un très gros travail, qui se sont beaucoup investis pour faire entrer les éditions de l'ENSIB et la revue de recherche dans Open Edition Journals. Donc voilà, j'ai un peu trop parlé, mais je voulais vous donner un petit peu ces indications de contexte pour contextualiser notre engagement. Je voulais également vous dire que l'ENSIB récemment a mis en veille son compte X Twitter dans le cadre de notre engagement fort, dans le cadre de la lutte contre la désinformation. Et donc voilà, nous faisons partie des établissements, après Rennes, Toulouse, qui ont mis en veille notre compte X Twitter. J'ai une pensée spéciale et un hommage particulier à mon prédécesseur, André-Pierre Sirène, qui était directeur de la valorisation jusqu'en décembre 2022, à qui je veux rendre hommage, qui a suivi le projet éditorial, tous les projets éditoriaux avec tous les intervenants et tous les auteurs, les contributeurs, en lien également avec la responsable du pôle édition, Catherine Muller, également Catherine Jackson. Donc pour moi, c'est un relais, un flambeau qui m'a été transmis et j'espère être à la hauteur de l'engagement qui était le leur. En tout cas, voilà, je me réjouis de cette rencontre. Donc Marie-Caroline, elle vous a déjà présenté, donc je ne vais pas vous représenter. J'en viens directement aux questions basiques, parce que l'enjeu de cette rencontre, ça sera en 4 séquences. Séquence définition, d'abord. Une séquence ensuite présentation par Éric Delamotte de l'ouvrage Recherche francophone sur les éducations aux médias, à l'information et au numérique. Troisième séquence, présentation par Alexandra Seimer et Nolden Triondard de l'ouvrage Sur quoi se fondent les interprétations. Quatrième séquence, discussion, questions-réponses autour des enjeux de société et la place des bibliothèques et des professionnels de l'information dans le cadre de la lutte contre la désinformation. Et n'hésitez pas à poser des questions quand vous le souhaitez. La parole est libre et ouverte. Vous levez la main et on vous donne la parole. Donc, première question, première séquence. Nous nous intéressons à l'éducation aux médias, au numérique. C'est d'abord un enseignement qui vise à former dès le plus jeune âge, ou pas, des citoyens capables d'exercer leur esprit critique et de discerner le vrai du faux. Concrètement, l'éducation aux médias et à l'information, qu'est-ce que c'est? D'où vient ce terme? Je vais peut-être poser la question d'abord à Éric Delamotte, si vous voulez bien commencer. Avec plaisir. Oui, ça marche. Alors moi, j'ai commencé par le E d'éducation. Oui, pardon, je vais commencer par le E d'éducation, puisque l'éducation aux médias à l'information s'inscrit dans les éducations A qui sont apparues depuis les années 80. Éducation à la santé, éducation au développement durable, éducation à la citoyenneté, bon, ça sans arrêt, et donc éducation aux médias à l'information.
Ce qui est intéressant dans ces éducations, c'est qu'elles se situent à côté des disciplines scolaires. Donc ça, déjà. Deuxièmement, elles sont en réaction souvent à des phénomènes de société. Et là, ça n'arrête pas sur l'éducation média l'information. Je préfère la liste. Mais oui, je fais attention, j'ai compris le message. Et puis, ce qui me paraît effectivement important aussi à dire, c'est que ça change de la forme scolaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'avec les éducations médias, l'information notamment, on est plutôt dans des pédagogies actives, on est plutôt dans des processus de production, et donc ça c'est différent d'autres éducations. Voilà, ça c'est pour le E de l'éducation. Je reviendrai tout à l'heure sur le savoir qui est dans ces types d'éducation, parce que ce sont des savoirs non stabilisés, c'est ce qui fait que la place de la recherche est très importante dedans. Bon, pour ce qui est du M et du I, on va en reparler. Ça correspond d'une part à l'importance des technocultures aujourd'hui, qui ne sont pas que médiatiques, mais quand même, donc aussi à la médiation des médias et au type d'information. Et donc, 3 changements majeurs, je dirais. Le premier, ça c'est, les collègues connaissent bien, ça c'est la nécessité de l'art du filtrage qu'avait énoncé Umberto Eco. C'est-à-dire que maintenant, c'est aux usagers d'être capables de vérifier, de valider l'information. Ça, c'est le premier point, donc une éducation derrière. Il y a aussi ce qui est un peu plus nouveau historiquement, c'est le processus d'éditorialisation. C'est-à-dire qu'avant, l'éducation média, l'information, c'est une éducation à la réception des médias, à la réception de l'information. Maintenant, c'est aussi la production, les deux. Et ça, c'est un changement. Et puis, le dernier qui est arrivé là et qui est très présent avec le harcèlement et tout ça, c'est une éducation à vivre en commun. Voilà. Là, je m'en arrête là parce que c'est vrai qu'une définition pour commencer peut-être de mon côté. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Donc, on a le E déjà qui est défini. Il reste, donc peut-être vous pouvez compléter sur d'où vient ce terme, l'éducation aux médias, l'information. Émy. Alexandra. Oui, peut-être pour compléter, je mettrais au centre, personnellement, au centre de cette éducation aux médias et à l'information, 2 enjeux qui se complètent. Et ces 2 enjeux, je les désigne par 2 notions qui sont la critique et la réflexivité. Alors, qu'est-ce que j'entends par critique? Assez classiquement, les enjeux de décryptage des stratégies encodées dans une production médiatique, donc la dénaturalisation des discours de propagande, par exemple, et les différents outils que l'éducation aux médias a justement développés pour aider l'apprenant dans cette démarche critique, de décryptage. Mais le deuxième enjeu, tout aussi important, est l'enjeu de la réflexivité. Et là, disons, ça déplace en fait l'objectif du décryptage de la production médiatique vers le décryptage de la position de celui ou celle qui décrypte. Donc, en fait, on s'intéresse donc dans l'éducation aux médias, d'une part, au décryptage d'une production, et d'autre part aussi au décryptage du point de vue de celui ou celle qui décrypte. Et la jonction des deux est pour moi essentielle en éducation aux médias. Le premier enjeu pourrait peut-être se résumer par la question de savoir ce qu'une image ou un texte médiatique signifie. Et puis le deuxième enjeu pourrait se formuler par la question de savoir pourquoi cette image ou ce texte médiatique signifie ceci pour moi, dans ce contexte et dans cette situation précise. Et là, en fait, on peut tout de suite penser à beaucoup de contextes de réception, et on a actuellement, évidemment, dans l'actualité brûlante, des exemples dont on peut peut-être discuter tout à l'heure, mais qui, pour moi, mobilisent
par excellence ces deux enjeux-là. Voilà. Concernant les publics qui sont touchés par l'éducation aux médias, on pense souvent à la jeunesse, mais est-ce que ça se limite à la jeunesse? Est-ce que ça concerne aussi d'autres populations? Est-ce que vous voulez répondre? Alors, moi, je peux parler aussi avec ma casquette de directrice en fait d'un master qui forme des enseignants justement à l'éducation aux médias et à l'information. Donc, c'est mon premier public en fait, donc ils sont pas si jeunes. Ils ont 40 ans, 50 ans, et je pense ils arrivent en fait un petit peu effrayés parce qu'il n'y a pas de formation initiale en fait réellement dans la formation des enseignants à ces thématiques-là, mis à part peut-être un ou deux modules sur le cyberharcèlement, un petit peu en fonction aussi de l'actualité. Voilà, il y a des choses aussi sur la caricature, la presse, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une formation développée, pensée. Et donc j'ai des enseignants qui arrivent avec beaucoup d'interrogations en fait sur comment s'y prendre avec des jeunes élèves, et on voit bien que ça impacte aussi tous les processus d'apprentissage au-delà de simplement l'éducation média à l'information, ça impacte aussi leur manière d'enseigner. Donc en tout cas moi c'est mon premier public, et c'est vrai que le point qui est important pour moi aussi, c'est la question de l'interdisciplinarité ou de la non-disciplinarité, mais comme l'éducation aux médias à l'information finalement appartient un petit peu à tout le monde et à personne, on a tendance un petit peu, les enseignants un petit peu tendance à la déléguer aux professeurs documentalistes qui vont l'enseigner souvent sous un angle qui va être beaucoup celui de l'information. Je pense que ça découle aussi de leur propre sensibilité, formation, alors même qu'à mon sens, il faudrait que ça puisse passer par des projets interdisciplinaires, une alliance en fait entre, je sais pas, des professeurs de français, d'histoire géo, même de mathématiques, qui puissent se coupler en fait leurs compétences, leur sensibilité, leur manière de voir, pour envisager ces questions. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais en tout cas, ça passe forcément par une formation des adultes à un moment donné ou à un autre, et puis notamment aussi des parents. Voilà, j'ai pu le voir dans certaines enquêtes qu'on a faites, où finalement les parents aussi sont très démunis par rapport à ces questions médiatiques. Ils n'osent pas les aborder avec leurs jeunes enfants. Ils ont peur en fait aussi d'aborder ces questions-là. Et on voit bien que le fait de traiter de ces questions à l'école ou peut-être dans d'autres milieux, ça débloque la parole aussi à la maison. Voilà, ça ramène à la maison des problématiques qui ne sont pas abordées sinon. Oui, juste deux points. Effectivement, dans le système français, c'est plutôt au niveau du collège et du lycée qu'on a un corpus d'enseignement. Et donc, comme tu l'as dit, c'est principalement les professeurs documentalistes qui travaillent sur ces thématiques-là, mais il y a aussi des professeurs d'histoire, des professeurs d'histoire géo, professeurs de français. Pour ce qui concerne l'élémentaire, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les enseignants commencent à être formés en formation initiale, et c'est là, moi, ce qu'on a constaté dans des petites enquêtes qualitatives, c'est là où les bibliothèques sont mobilisées. C'est-à-dire que les enseignants de primaire vont vers les bibliothèques pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça, je signale ça, et c'est quand même important. Et puis, il y a tout le secteur, j'allais dire, associatif, les parents d'élèves, les fédérations d'éducation populaire, les journalistes, qui eux aussi proposent des formations, un enseignement, je ne sais pas comment dire ça. Et donc, il y a quand même une multitude d'acteurs qui participent à cette éducation aux médias et à l'information. Il y a aussi le Clémy, qui a un rôle majeur. Mais pour moi, le Clémy, ça fait partie de l'éducation nationale. Donc, je ne l'ai pas... Peut-être indiquer aux collègues ici présents ce qu'est le Clémy, son rôle majeur au niveau de l'éducation nationale. J'y vais ou tu vas ? J'y vais ? Ça dérange ? Ouais. Alors le Clémy, ça a été créé en 1983, donc ça c'est l'époque Mitterrand, avec notamment Jacques Gonnet qui était professeur à Paris, et c'était l'idée à l'époque, c'était de permettre à ce que la presse
rentre dans les collèges et surtout les lycées. D'ailleurs, il y a un droit particulier pour les journaux scolaires qui existaient. Et l'idée de Jacques Gonnet, c'était de dire que si on veut former des citoyens, il faut les former à la capacité de comprendre ce qu'est la diversité de la presse et des médias, et donc de les former à une sorte de capacité de lecture de la presse, principalement. Donc derrière, il y avait un projet, j'allais dire, politique et citoyen, de former des futurs citoyens et de futurs électeurs. C'était ça au départ. Et après, ça s'est structuré, notamment avec la semaine de la presse à l'école, où là, il y a eu beaucoup de développement, vous devez les connaître, c'est quelque chose qui est régulier, où ça permet d'associer, quoi. Et puis depuis, c'est devenu un grand centre de ressources, avec des documents qui permettent à vous, à nous, de travailler sur certaines questions. Ça va ? Parfait. Comment donne-t-on aux jeunes et aux moins jeunes le moyen de se prémunir contre les fausses informations ? Quels sont les outils que l'on peut mobiliser ? On va certainement évoquer ça dans les points de présentation du livre, mais pour donner déjà quelques indications, qui voudrait répondre en premier sur les outils ? Alexandra, vous essayez ? Pas évident. Non, c'est pas évident du tout. On vient de parler du Clémy et en fait, vous avez certainement, si vous êtes vous-même engagé dans des actions pédagogiques, vous avez remarqué le médiascepticisme de plus en plus développé de certains citoyens, donc qui ne rend pas l'éducation aux médias et à l'information plus facile. Médiascepticisme qui d'ailleurs se comprend et s'explique aussi bien sûr peut-être même par cette insistance ou par certaines valeurs qu'on essaye nous-mêmes de transmettre, c'est-à-dire l'enjeu du décodage des stratégies médiatiques, des stratégies de la fabrique de l'information, d'une certaine manière, confirme peut-être jusqu'à un certain point ce médiascepticisme. Mais disons, moi, la première question que je pose sur mes terrains, en réalité, et qui me paraît fondamentale, c'est au-delà du vrai et du faux d'une information, c'est la question de savoir pourquoi est-ce que cette information a retenu mon attention, pourquoi elle m'intéresse, pourquoi elle me touche et pourquoi j'ai tant envie d'y croire, ou alors pourquoi, même si j'y crois pas, je la relais. Et en fait, là, vous allez constater que les réponses que les apprenants nous donnent sont en réalité multiples et complexes. On ne relaie pas forcément une fake news parce qu'on y croit, mais parce qu'on la trouve amusante, ou alors parce qu'on a l'impression qu'on pourrait récolter beaucoup d'attention grâce à cette circulation-là, à cette mise en circulation, voire on la relaie parce que même si on sait qu'elle est pas tout à fait, qu'elle correspond pas tout à fait à des faits avérés, elle touche quelque chose qu'on ressent comme trouble dans la société. C'est en tout cas ce que je remarque dans les discussions avec mes étudiants à l'université Paris 8. Une fausse information, c'est une information qui trouble, donc qui est troublante, qui est bizarre. Qui est bizarre, c'est ça, qui en fait, retient l'attention et qui me touche. Et en fait, moi, j'ai envie, en tout cas, avec les apprenants, de déplacer la question de savoir si elle est vraie ou fausse vers la question d'abord de savoir pourquoi elle me touche et pourquoi je la retiens, pourquoi je la fais circuler. Parce qu'en fait, cette question du vrai et du faux nous met sinon tout de suite un peu dans la cuisine du diable, comme on dit en allemand, c'est-à-dire de
de l'information, de la contre-information, de la question de propagande et d'où elle vient, qui fabrique l'information et en quoi j'ai envie de croire. Hein? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est quand même à mettre beaucoup l'accent sur justement vrai ou faux, mais au risque d'accroître en fait peut-être ce scepticisme que les jeunes et les moins jeunes aussi des fois peuvent avoir envers les médias. Donc, et de toujours voir finalement du faux dans n'importe quelle image ou production culturelle. Et il me semble que cette question du regard justement que l'on peut porter sur un média, donc de montrer que ce regard n'est pas neutre. Voilà, il n'y a pas de média neutre, mais il n'y a pas non plus de média neutre, de regard neutre en fait qu'on va porter sur ces objets. Elle est vraiment assez cruciale. Hein. C'est ce qu'on essaye justement de montrer dans la démarche qu'on met en œuvre dans l'ouvrage. Mais voilà, pourquoi je vais être portée à croire, qu'est-ce qui en moi me pousse finalement, quelles sont mes croyances, mes pensées qui vont me pousser à y adhérer ou non. Moi, ça me semble une question plus essentielle, mais aussi beaucoup plus difficile peut-être à traiter. Et cette éducation au regard, elle est vraiment vitale. Est-ce que vous avez des questions dans la salle avant de passer à la deuxième séquence de présentation du premier livre? Peut-être juste une sur justement l'éducation aux médias chez les journalistes. Attendez, on va vous donner le micro parce que c'est enregistré pour qu'on puisse avoir votre question et répondre et comprendre ensuite la réponse apportée à votre question. Donc en fait moi c'est justement cette histoire du regard qui m'interroge parce que pendant très longtemps on a dit que les journalistes sont objectifs. Alors moi je m'intéresse un peu au cerveau, on sait maintenant que personne n'est objectif. Et du coup je me demandais si justement les écoles de journalisme à l'heure actuelle, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés dans ce monde-là, mais est-ce que à l'heure actuelle il y a quelque chose qui est fait aussi pour eux les aider à comprendre un peu ce manque d'objectivité et justement d'éviter ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'avoir conscience pourquoi moi je réagis à une information et pas une autre. C'est une question passionnante et j'ai envie de vous répondre par une petite anecdote que j'ai vécue en situation pédagogique à Paris 8, là où j'enseigne. Et c'est à la fin d'une longue discussion qu'on a menée avec les étudiants sur une image de presse. Un étudiant a pris la parole et il a dit « Mais est-ce qu'on ne devrait pas beaucoup plus demander aux journalistes d'expliquer d'abord leur position, leur regard situé, avant de prendre la parole, notamment sur les plateaux télé. Est-ce qu'on ne devrait pas demander ça aux chroniqueurs sur les chaînes télé en continu, par exemple? Et ça, c'est juste quelque chose qui n'est jamais fait. Hein. Donc, d'où je parle et comment je me situe, quel est mon regard situé, comment il est composé. Et j'ai trouvé cette remarque très poignante parce qu'elle pointe, oui, une absence hein, et qui permet pourtant de ensuite mieux comprendre le point de vue qui est relayé, c'est-à-dire le point de vue forcément situé sur la réalité, hein, même si, et bon, ça, après, vous voyez que c'est des enjeux classiques d'éducation aux médias, ensuite de dire, voilà, par exemple, même un photographe de guerre qui va sur le terrain, il va focaliser sur un endroit et pas un autre. Il va construire son image de façon plus ou moins objectivée, d'ailleurs. Hein. Voilà, sur le terrain, il va mettre son focus sur un détail et pas sur un autre. Ça, c'est classiquement l'éducation aux médias. Je crois que c'est aussi des questions qu'on aborde dans l'école de journalisme, mais peut-être pas ensuite suffisamment dans l'explicitation de ces enjeux, hein, dans la pratique quotidienne.
Est-ce qu'il y a une autre intervention? S'il n'y en a pas, on va passer à la deuxième séquence de présentation de l'ouvrage. Donc, recherche francophone sur les éducations aux médias, à l'information et au numérique, avec le coordinateur Éric Delamotte. Cet ouvrage fait le point sur l'état de la recherche en matière d'EMI et dresse les enjeux liés à ce domaine. Et vous avez surtout une forme tout à fait originale, une forme du dialogue. Donc, vous allez nous expliquer... Oui, je vais essayer de présenter l'ouvrage. Juste un point pour compléter la réponse d'Alexandra. Moi, je fais partie d'un club de la presse et de la communication en Normandie. Donc, je suis plus avec des gens qui travaillent sur la presse quotidienne régionale, les médias locaux et régionaux, et je suis moins sur les plateaux télé nationaux. Mais peut-être que ça explique qu'il y a une grande sensibilité de la part des journalistes à retravailler la question de l'information, des fake news. Ils organisent régulièrement des débats. Enfin, il y a comme une réflexivité du côté des journalistes. Hein. Voilà. Bon. Ah oui. Alors, par rapport à l'ouvrage que j'ai coordonné, voilà, l'entrée c'est celle-ci. Dans les éducations A, il y a des savoirs qui existent, qui ne sont pas stabilisés, qui sont complexes, qui sont pluridisciplinaires. Et ce qui a motivé cet ouvrage, c'était de me dire, voilà, j'ai vu l'époque, j'exagère, j'ai vu l'époque du harcèlement. Là, je vois l'époque de l'intelligence artificielle qui arrive. Avant, j'ai vu l'époque des réseaux sociaux. Et j'ai vu depuis, alors je suis vieux maintenant, je peux le dire tranquillement, depuis que ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ce domaine, et je vois des évolutions et des effets de mode dans l'éducation média à l'information. Et ce qui m'interrogeait, c'était de voir, est-ce qu'il y avait des permanences, ou est-ce que ces effets de mode faisaient partie d'une épistémologie plurielle voilà. Donc ça, c'était l'idée de départ, en quelque sorte, c'était de se dire quel regard un peu historique, en prenant un peu de distance, qu'est-ce qui reste de permanent et qu'est-ce qui change dans la fabrication des savoirs du côté des chercheurs. En insistant aussi sur un point, c'est que quand on comment dirais-je, moi je me souviens, j'avais été invité, c'était au Sénat, quand il y a eu après Charlie, avec le ministre de l'Éducation de l'époque. Les journalistes étaient là, mais personne ne savait qu'il y avait de la recherche sur l'éducation média, l'information. Les gens ignoraient, en quelque sorte, que la recherche francophone, notamment, était dynamique et qu'il se passait des choses en recherche. Non, la recherche, ça n'existait pas. Voilà, donc, il y avait ce souci, non pas de légitimation, mais voilà. Voilà. Donc, alors, comment j'ai fait? C'est pas parfait. Je vous explique la recette. J'ai fait le constat qu'on était plutôt dans un pluralisme feuilleté, c'est-à-dire que quand je pense au Crème ou à d'autres endroits en France, il y a des manières de penser l'éducation média et les recherches qu'on peut faire autour de ça. Et donc plutôt d'essayer de faire une sorte d'histoire officielle sur 50 ans des recherches en éducation média, je me suis dit non, si tu fais ça, tu vas être orthodoxe et puis tu vas passer à côté de plein de choses. Donc j'ai proposé à des binômes de dialoguer sur certaines thématiques pour avoir une multitude de points de vue qui ne sont pas toujours en accord. Vous avez des auteurs qui ont fait un travail, je dirais, de dialogue et d'écriture en commun, d'autres sont plutôt dans un dialogue, opposition, d'autres sont en perspective, voilà. Donc, mais c'était l'enjeu aussi du livre, c'était de se dire, il n'y a pas une voix. Moi, ce qui m'intéressait, c'était cette espèce de polyphonie qui permettait de mieux saisir les dynamiques de recherche. Ensuite, le deuxième enjeu, ça a été de sortir du franco-français. Non pas qu'on soit les plus mauvais du tout, mais il y a une tradition en France, notamment, vous l'avez évoqué, les professeurs documentalistes, c'est des gens en sciences de l'information, les bibliothécaires, c'est plutôt aussi des gens en sciences de l'information. Donc en France, il y a un poids fort en termes de savoir, de pratiques professionnelles qui existent, alors que si je vais juste à côté en Belgique, chez nos amis belges, voire en Suisse, ou au Canada, l'éducation aux médias, là, sera beaucoup plus puissante. Les questions de recherche sont beaucoup plus sur les médias. Donc voilà. Donc l'idée, ça a été de dire, si je reste franco-français, c'est bien, c'est tranquille, mais peut-être qu'on peut un peu ouvrir dans ces dialogues à des collègues suisses, belges, québécois. Et donc c'est un peu comme ça que s'est construit la recherche.
Bon, alors ça a été long, forcément, parce qu'on ne fait pas dialoguer les gens comme ça. Puis alors, il y a toujours du retard, mais ça, c'est la production intellectuelle classique chez nous. Et puis, donc, après, il y avait peu de consignes, mais en gros, il y avait quand même... Enfin, au départ, il y avait une idée, c'était d'associer un jeune chercheur et un vieux comme moi. D'accord ? Vous voyez, le truc, c'était de dire, est-ce que, dans le dialogue intergénérationnel, ça peut donner des effets pertinents ? Je n'ai pas toujours réussi à faire des paires cohérentes. Hein, vous voyez, voilà. Mais bon. Mais quand même, la consigne était, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan des recherches ? Comment vous construisez un bilan de vos recherches ? Voilà. Ensuite, c'était l'analyse un peu historique des dynamiques, et puis quelles étaient potentiellement les visions, les domaines en devenir, les choses comme ça. Voilà, ça c'est la matrice générale. Okay ? Après, pour des questions peut-être de simplification, pas tout à fait de simplification, j'ai découpé ça en trois grandes parties. Éducation aux médias. Et là, vous avez, on retrouve le Clémy, hein, avec Jacques Gonnet et Isabelle Ferraud-Dumez. Vous avez, j'ai travaillé plutôt dans une première partie sur l'éducation aux médias, en sachant que l'éducation aux médias est la première éducation qui est sortie historiquement, notamment du côté anglo-saxon, ce qui fait qu'il y a une histoire de cette recherche en éducation aux médias. Quelque chose qui reste très présent, c'est l'idée qu'il faut prémunir les jeunes, hein, il faut les vacciner contre les médias. Bon, c'est pas la position du Clémy, mais quand même. Après, j'ai fait éducation d'information, parce que là, on était sur... c'est notre métier ici. Peut-être, même si quand même, Alexandra, toi, tu es quand même sciences de l'information, quand même, un peu. Tu peux ? Ouais, d'accord. Et puis, éducation au numérique. Alors là, ça m'a posé beaucoup plus de problèmes, parce que dans l'éducation numérique, on a deux grandes tendances qu'on retrouve. C'est une tendance, le numérique, c'est de l'informatique, donc c'est le code. Et puis une tendance, culturelle critique, où je me situe. Et donc, j'ai fait le choix, même si mes collègues belges sont issus du monde informatique, j'ai quand même favorisé, je dirais, le côté culturel critique sur le numérique. Voilà. Je vous ai tout dit là-dessus. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je peux répondre à vos questions, mais vous avez dans cet ouvrage, moi ce qui me plaît bien encore dans cet ouvrage, c'est que il est ouvert. Alors, il est ouvert et en même temps il y a des trous dans la raquette. J'ai bien conscience qu'il y a des trous dans la raquette. J'ai pas mobilisé des collègues francophones africains. J'ai passé à côté. J'aurais pu. Il y a d'autres trous qui existent que je perçois, que je ne vous dirai pas parce que j'ai honte. Mais voilà, quoi. Vous nous direz qu'on fera un ouvrage aux presses de l'ENSIB pour combler les trous. C'est noté, c'est enregistré. Voilà. Voilà comment je peux le présenter. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre ? Oui, c'est quand même. C'est sur le côté hybride des disciplines mobilisées. Tu l'as dit, hein, Nowen, tout à l'heure. Vous avez là-dedans des gens de sciences de l'information, de la communication, vous avez des informaticiens, vous avez des gens de sciences de l'éducation, vous avez quoi encore ? Des informaticiens, je vous l'ai dit, sciences de l'éducation, je vous l'ai dit, vous avez des gens comme Simon Collin qui sont quasiment des politiques. Donc là aussi, de fait que le domaine ou le champ est pluridisciplinaire, il fallait aussi être attentif à ce que certains points de vue ou traditions épistémiques soient présentes. Voilà, ça suffit là, non ? Oui, j'ai peut-être une question par rapport à l'éducation. Enfin, vous avez mis médias, information numérique, oui. Et un terme paraît de plus en plus, on entend esprit critique. On entend éducation aux médias et à l'information, lutte contre la désinformation et esprit critique. Et ces trois mots d'ordre, j'allais dire presque slogans, apparaissent simultanément. Est-ce que ça se complète ? Quelle est votre analyse sur ces mots ? Alors, je vous l'ai dit, je me méfie des effets de mode. Même si j'abonde complètement sur la nécessité de l'esprit critique, qui est notamment à la base de notre travail sur la recherche d'information, l'évaluation de l'information. Donc on n'est pas dans un domaine étranger là en disant ça. Hein. L'art du filtrage, c'est typiquement ça.
personnellement, moi je suis plus attentif. Et l'esprit critique, c'est pas simplement en réception, c'est aussi en production. Et donc moi je suis plus attentif à travailler sur qu'est-ce que lire aujourd'hui avec le numérique, qu'est-ce que écrire aujourd'hui, notamment des écritures collectives ou des choses comme ça. Alors là aussi, qu'est-ce que naviguer, qu'est-ce que organiser, donc quelles sont les compétences. Moi j'ai une autre manière de classer les choses aujourd'hui en termes de compétences, et donc dans toutes ces compétences d'organiser, il y a de l'esprit critique, d'en naviguer, il y a de l'esprit critique, d'en écrire, d'en lire, il y a de l'esprit critique. Voilà. Et c'est un choix qu'on a développé avec des collègues de travailler plutôt sur des compétences de moyenne portée, mais ce qui nous paraît important parce que c'est susceptible d'être retravaillé avec les enseignants. Donc voilà. Je laisse peut-être, si vous avez des points complémentaires à ajouter. Ça va forcément venir. Oui, voilà, vous allez la deuxième séquence. Peut-être ouvrir les questions de la salle sur. On est dans un petit comité, donc n'hésitez pas à poser des questions aussi concernant l'ouvrage, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, on a toujours l'occasion de reposer des questions et de recommencer le débat. Je passe du coup à la troisième séquence, qui est la présentation du deuxième ouvrage, sur quoi se fondent nos interprétations, avec le sous-titre « Introduction à la sémiotique sociale appliquée aux images d'actualité, séries télé et sites web de médias », donc avec Nolwenn Tréondard et Alexandra Seimer. Peut-être que du coup c'est Nolwenn, vous voulez directement parler. Ouais. Okay. Non, mais sauf on a un petit slide. Voilà, je vous ferai un petit signe du coup. Voilà, merci. Donc on va vous présenter avec Alexandra cet ouvrage qui, vous l'aurez compris, porte beaucoup sur la question de l'interprétation. En fait, on s'est demandé, on s'est posé beaucoup de questions sur comment on interprète, pourquoi on interprète de telle ou telle manière. Et puis c'est aussi un ouvrage de terrain, on pourrait dire, puisqu'il compile aussi beaucoup d'expérimentations de terrain que nous avons menées afin de tester en fait une méthode que nous appelons la sémiotique sociale, qu'on va essayer de vous présenter en fait pas à pas, de manière la plus concrète possible. Voilà, donc c'est une démarche qu'on met en œuvre depuis déjà 4-5 ans en fait, auprès de différents publics qui vont être des scolaires, mais qui peuvent être aussi des adultes. On l'a notamment testé auprès de publics seniors. Et donc, si c'est une démarche qui s'applique à tout type de production culturelle, donc notamment dans cet ouvrage, on présente des expérimentations sur des journaux en ligne, type Libération, mais aussi des séries télé, des trailers, voilà, des choses qu'on peut voir sur Netflix. Aujourd'hui, on va pas pouvoir tout vous présenter, donc on a choisi de se centrer sur un exemple, qui est celui de l'image et de la photographie de presse. Donc, on va vous dérouler en fait un petit peu la démarche à partir de ça. Donc, quelle est l'idée centrale ? On l'a déjà un petit peu dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes d'analyse de l'image qui se concentrent sur un seul aspect. Ça va être celui du décryptage des stratégies de communication. Donc, il va s'agir de montrer comment le choix d'un sujet par un photographe, comment une légende, comment la manière dont le photographe va exposer son point de vue, donc à travers en fait des techniques qui sont des choix de focalisation, de mise au point, de cadrage. Tout ça va guider la perception du récepteur et va influencer le sens qu'on va donner à une image. Et donc, voilà, c'est bon, je suis déjà sur le slide en fait. Et donc, sur nos terrains, on a pu constater que mais il y a quand même aussi le point de vue du spectateur, ce fameux regard dont on parlait tout à l'heure, qui va jouer un rôle tout aussi central dans la construction du sens. Et chacun, en fonction de ses convictions politiques, par exemple, de ses croyances, de son éducation, de sa socialisation dans un milieu donné, va pencher vers une interprétation qui pourrait être très différente finalement de son voisin par rapport à une même image. Et comprendre cela nous paraît aussi crucial que d'apprendre à décrypter une stratégie de communication. Donc cette approche en sémiotique sociale, c'est ça, c'est sans oublier l'importance d'analyser les signes qui sont donnés à voir, c'est le pari que finalement la prise de conscience des savoirs, des expériences, des convictions qui vont agir chez chacun lors du processus interprétatif,
Cette prise de conscience peut renforcer les compétences nécessaires à l'exercice de la citoyenneté. Alors slide suivant, je pense. Alors voilà, je vous lance je vous donnerai le go. La question, c'est comment on accède en fait à ces éléments qui sont aussi de l'ordre de l'intime, du subjectif. Souvent, quand on interprète une image, c'est rapide, c'est spontané, c'est presque réflexe, et on n'est pas toujours conscient des processus qu'on met en œuvre en coulisses. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu inventé cette démarche qui est très progressive, qui va très pas à pas, qui permet d'entrer de manière un peu, si vous voulez, artificielle, puisqu'on va tout décomposer, mais en même temps, voilà, c'est une manière d'y parvenir. Donc si on peut lancer cette petite vidéo, et pendant que vous la regardez, vous essayez de deviner au fur et à mesure ce qui est ici dessiné, donc de noter un peu dans votre tête finalement tout ce qui vous vient en tête de manière très, très spontanée. Sûrement des premiers éléments qui vous viennent là. Je ne sais pas si vous voulez déjà dire... Est-ce qu'on peut passer le micro à des personnes du public pour qu'ils puissent... C'est très interactif, ce que c'est une présentation. Une pomme ? Oui, voilà. Donc, peut-être il y a d'autres choses que vous aurez pu voir initialement. Un verre. Un verre. De terre. Bon voilà, donc il y a peut-être, je sais pas, on aurait pu voir peut-être aussi une paire de fesses ou voilà, d'autres choses, un ventre, voilà. On n'a pas osé dire une paire de fesses. Je pense que personne n'a osé le dire. Bon, à la fin, peut-être tout le monde a vu la pomme, on peut se mettre d'accord peut-être sur cette image de pomme, mais en fait c'est juste pour illustrer l'idée qu'à partir des premiers traits, même très rudimentaires, on commence à faire signifier. Voilà. Et donc la sémiotique, c'est quoi ? C'est ça en fait, c'est s'intéresser à ces traits minimaux qui vont nous faire reconnaître une forme et qui vont nous la faire signifier de telle ou telle façon. Mais selon les personnes, cette sélection ne va pas être la même. Donc si on peut montrer un autre exemple, on utilise beaucoup dans les formations des motifs, des images qui contiennent des motifs cachés ou des images réversibles. Voilà. Donc tout le monde connaît ce logo, mais est-ce que vous repérez quelque chose à l'intérieur de ce logo ? Voilà, quelque chose que... Voilà. Une flèche ? Est-ce que tout le monde voit la flèche ? Ouais. Alors si on peut montrer la slide suivante, qui justement montre, voilà, tout le monde ne l'avait pas vu. Donc c'est bien cette petite flèche qui relie le OX, et peut-être que maintenant que notre attention est attirée sur la flèche, si on passe à l'image suivante, eh bien peut-être que finalement on ne voit plus que cette flèche. C'est possible. Donc comme quoi la confrontation, vous voyez, à d'autres visions que la nôtre peut aussi faire chavirer une manière de voir et de percevoir. Donc en matière d'analyse d'image traditionnelle, on pourrait se questionner sur la stratégie de communication, on pourrait se centrer uniquement là-dessus finalement. Quel est le but poursuivi par l'entreprise FedEx ? Est-ce que c'est un message subliminal, une tentative de manipulation ? Et c'est des pistes d'analyse qui sont tout à fait valables. Mais en vérité, ce simple exemple, c'est pour montrer que cette autre chose ne se loge pas uniquement dans l'image, mais aussi chez nous, chez le spectateur. Voilà. Et que d'ailleurs, c'est pas du tout naïf de ne pas tout voir quand on regarde une image. Au contraire, la spécificité du regard humain, c'est aussi cette capacité de sélection, de partialité. Et ça peut être d'ailleurs sa faiblesse quand on compare son regard à celui, par exemple, d'un algorithme qui, lui, va être entraîné à tout voir sur une image. Mais c'est aussi une force, puisque c'est ce qui nous permet de faire signifier. Dernier exemple, une image réversible, peut-être la connaissez-vous ? Je ne sais pas ce que vous voyez sur cette image. Il y a un album jeunesse sur... connu. Un lapin et une tête d'oiseau, selon... Voilà. Donc c'est un canard-lapin ou un lapin-canard. Et peut-être que certains auront vu d'abord le canard, d'autres le lapin, peut-être certains ne voient que le lapin ou que le canard. C'est pas toujours évident en fait de parvenir à voir les deux. Et un philosophe comme Ludwig Wittgenstein a écrit beaucoup en fait à propos de ces figures réversibles en disant que le moment le plus important c'est celui où notre perspective se renverse. Ça peut être un moment de surprise quand on va voir finalement autre chose dans cette même image.
Et il dit aussi que les gens sont plus ou moins capables d'effectuer cette bascule de point de vue. Et il appelle ça d'ailleurs aspect blind, donc ça veut dire qu'on peut être aveugle à certains aspects d'une image. Ça peut être un handicap pour la vie démocratique, bien sûr, de ne voir absolument qu'une seule chose, mais ça peut aussi s'apprendre. Mais alors comment ? Alors, si vous avez encore la patience, on va enchaîner avec 2 autres exemples. Un premier qui est présenté dans l'ouvrage. Donc, si on passe maintenant au slide suivant, allez-y encore, voilà. Ah non, il n'y a pas l'image part. Si. Vous êtes passé trop vite, je crois. Pardon. Allez-y, en arrêt. Ah non. Non. Ah oui, ok. Alors, en fait, oui. Oui, ça c'est un peu dommage parce que... Oui. Elle est dedans. Oui, elle est dans le livre. On va faire En passer. fait, c'est une image qui figure dans un célèbre texte de Barthes, un texte qui s'intitule « Le message photographique ». Enfin, en tout cas, Barthes parle de cette image. Et en fait, cette image montre 2 hommes en pleine discussion, penchés l'un sur l'autre, vers l'autre. Et donc, si vous regardez cette image vite fait, vous voyez 2 hommes, mais à part ça, ça vous dira peut-être pas grand-chose. C'est 2 têtes, deux têtes d'hommes qui sont en discussion, voilà. Oui, c'est exactement ce que j'ai vu. 2 hommes pour l'instant. Oui, 2 hommes. J'attends l'avis voilà. de Et en notre fait, public. Barthes explique que cette image a été prise au début des années 50 et représente en fait un sénateur démocrate et le leader du Parti communiste américain. Et plus précisément, il s'agit en réalité d'un photomontage, donc d'une fake news des années 50, comme quoi le thème n'est pas nouveau. Donc c'est une image bricolée à partir de 2 autres photos, dans le but à l'époque de manipuler l'opinion publique. Et en effet, la photo a fait scandale, donc ça a marché. Alors, on pourrait maintenant se satisfaire de ce premier décryptage de la stratégie de manipulation du public. Ça, c'est une démarche classique en éducation aux médias. On a décrypté le photomontage et à partir de là, on dit « ouais, c'est une manipulation ». Mais Barthes, il attire notre attention sur le fait que cette stratégie de communication, manipulation, n'explique pas seule pourquoi cette image a fait scandale à l'époque. Ce qu'il dit, c'est que le scandale vient aussi du fait que la majorité des Américains, à l'époque, étaient anticommunistes. Et c'est précisément pour ça, ce point de vue-là, c'est ce point de vue-là anticommuniste qui les a amenés à percevoir le rapprochement entre les 2 hommes politiques comme scandaleux. Vous voyez ? Alors, et on appelle justement filtre interprétatif cette grille de lecture, par exemple l'anticommunisme, que le récepteur mobilise face à une image. Donc, filtre interprétatif. Maintenant, il y a des composantes de ce filtre interprétatif qui sont faciles à verbaliser, parce qu'ils sont valorisants. Par exemple, certaines références culturelles à des films, des livres pour interpréter une image. Mais d'autres filtres sont plus difficiles à verbaliser parce qu'ils agissent comme des habitudes, voire comme des tabous. Donc on n'a pas forcément envie ou qu'on n'est pas forcément en capacité d'énoncer tout de suite. Alors il fallait trouver une méthode pour remonter vers ces filtres-là, quelle que soit leur nature. Et c'est ainsi qu'on a mis en place la méthode des ateliers de co-interprétation. Alors, en quoi ça consiste ? En fait, on invite un groupe de spectateurs à se confronter à une production culturelle, une production médiatique, par exemple. Et ils notent sur un papier les signifiants qui leur sautent spontanément aux yeux. Puis, ils formulent une hypothèse interprétative personnelle, du genre « cette image signifie pour moi la chose suivante ». Les hypothèses
énoncés dans le groupe sont confrontés lors d'un échange, et les convergences et divergences, il y en a toujours, hein, sont discutées par le groupe. Et dans un troisième temps, les participants sont invités à réfléchir aux motivations de ces convergences et divergences de point de vue. Alors, et là, je vais vous montrer un dernier exemple pour montrer concrètement ce que ça peut donner. Cette image-là, que vous reconnaissez peut-être, parce qu'en 2021, elle a fait, oui, scandale, on peut dire. Elle a beaucoup circulé dans la presse, sur les réseaux sociaux aussi. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, l'opinion publique était divisée entre ceux qui saluaient l'obligation vaccinale et les anti-vax. Alors, lorsque j'ai proposé à des étudiants à l'université Paris 8 d'analyser cette image, c'est évidemment, et ça ne vous étonnera pas, la présence de l'étoile qui a suscité un vif débat. Les uns ont associé l'étoile à l'étoile de David, comme vous le faites sans doute, et ils se sont déclarés choqués. D'autres ont vu l'étoile comme un symbole de paix ou de lutte contre l'oppression. Alors, est-ce que cette divergence s'explique par le fait que certains étudiants adhèrent à des thèses complotistes? L'analyse qu'on a faite avec les étudiants a montré que c'était le cas pour une minorité seulement. Donc le complotisme anti-vax était très peu cité dans les discussions. Ceux qui ont interprété l'image comme l'expression d'une lutte contre toute forme de discrimination ont expliqué que leur point de vue se nourrissait plutôt d'une méfiance générale envers la politique. Et la couleur fluo du symbole les faisait penser au mouvement de protestation des Gilets jaunes, en fait, parce que c'est le même jaune. Certains ont même dit « Ah bah ça a été découpé dans une veste jaune, dans un gilet jaune. » Et voilà pourquoi l'étoile était interprétée par eux comme un signe transhistorique de ralliement des opprimés. Plusieurs étudiants ont expliqué l'empathie qu'ils éprouvaient pour cette manifestante par leurs origines sociales et géographiques. Ainsi, pour illustrer sa difficulté de faire confiance à l'État français, une étudiante antillaise a rappelé le scandale du chlordécone, une substance toxique longtemps autorisée dans les plantations de bananes, en dépit des informations dont disposait le gouvernement français. Et elle disait comment faire confiance après ça? Inversement, les étudiants qui étaient dès le départ offusqués par l'image ont expliqué leur réaction par un savoir historique, celui de la persécution meurtrière des Juifs en Europe. Alors, je dois dire que je m'attendais à l'expression de ces points de vue-là, que je viens de citer. J'ai en revanche été surprise de constater que chez certains étudiants, le principal filtre interprétatif était non pas leur conviction politique, mais leur non-formation à l'histoire de la Shoah. Alors, comment ça s'explique? En fait, certains primo-arrivants de pays asiatiques et d'Afrique centrale ont ainsi associé l'étoile jaune à un signe de paix, non pas parce qu'ils étaient anti-vax ou anti-gouvernement français, mais parce que la Shoah ne faisait pas partie des programmes scolaires enseignés dans leur pays. C'est ce qu'ils ont expliqué lors de cet atelier. Et ce moment, ce constat a été un moment heuristique très fort dans le travail de groupe pour les étudiants comme pour moi. Parce que j'y avais pas pensé, j'avais pas envisagé cette possibilité-là. Comme l'a formulé une participante, la connaissance de l'histoire de la Shoah lui avait semblé jusqu'alors aller de soi. Parce qu'elle était française, pour moi aussi, parce que je suis allemande. Mais après réflexion, elle devait bien admettre, comme moi, que si elle avait appris l'existence de la Shoah à l'école, elle connaissait pour sa part mal l'histoire des guerres et génocides sur d'autres continents. Alors, vous voyez dans cet exemple que la réflexivité qu'on essaye à impulser ne consiste donc pas à dénoncer l'absence ou la présence de certains savoirs ou convictions. Par exemple, de dire « Ah non, mais vous ne connaissez pas l'histoire de la Shoah, mais c'est grave, c'est scandaleux. » Non, mais plutôt de montrer
comment cette absence ou cette présence fait basculer l'interprétation. Vous voyez? C'est ça l'objectif. Et en effet, au fil des débats, les participants apprennent à constater leurs convergences et différences en termes de sémiotisation, et à conscientiser les raisons de ces différences, mais aussi, souvent, à varier leur regard. Et dans un espace public qui est saturé d'affirmations dogmatiques, on le voit encore au moment présent, la prise de conscience des savoirs et des expériences et des convictions qui agissent chez chacun ouvre la possibilité de comprendre la diversité des points de vue sur le monde et de faire, on l'espère du moins, des choix raisonnés. Alors, telle est en tout cas l'idée qu'on défend dans cet ouvrage, en application à un corpus varié, comme Nolwenn l'a dit, donc des photos de presse comme celle-ci, des sites web de journaux et des séries télé. Juste pour qu'on... On peut passer au dernier slide. À la suivante, en fait. Ouais, voilà. Donc, juste pour conclure, c'est juste pour insister sur le fait que cet ouvrage, c'est pas le fruit d'une recherche isolée, mais qu'on est un collectif, en fait, de chercheurs et chercheuses qui essayent d'agir sur ces terrains. Et depuis la sortie de l'ouvrage, cette méthode, cette démarche en sémiotique sociale, qui n'est pas figée, qui continue d'évoluer, continue à être expérimentée pour différents projets, sur différents terrains, et différentes formes. Donc, notamment le jeu Semiocity, que j'ai amené là d'ailleurs, si certains veulent tout à l'heure le regarder, que j'ai développé avec des enseignants de l'INSPE de Lorraine. Donc c'est vraiment un jeu co-conçu entre chercheurs et enseignants, et qui est sorti récemment chez Hachette Éducation. C'est une première en fait pour Hachette Éducation aussi de proposer quelque chose en éducation, médias et l'information. C'est une déclinaison de la méthode en sémiotique sociale adaptée à un public adolescent, donc collège-lycée. Et ça peut être tout aussi bien utilisé à l'école qu'évidemment en bibliothèque, là pour le coup. Voilà. Et puis aussi une méthodologie qu'on expérimente dans le cadre d'un GTNUM, qui est mené par Sophie GL, dans les académies de Versailles et de Créteil, et qui cherche à développer un aspect encore peut-être pas qu'on n'a pas eu le temps encore de beaucoup explorer, qui est celui des émotions. Quel rôle jouent les émotions dans l'interprétation? Et dernière chose, c'est un livret pédagogique, c'est vraiment pour vous montrer qu'on essaime en fait, c'est l'éducation aux médias, c'est aussi faut aller sur le terrain. C'est un livret pédagogique que je suis en train de réaliser aussi avec les chercheurs de ce collectif, mais aussi les enseignants, et qui a l'intention de formateurs, et pas uniquement enseignants, c'est des éducateurs, des bibliothécaires, qui est en cours de conception, qui là va proposer plutôt des séquences pédagogiques, je ne vais pas vous dire clés en main, mais en tout cas des séquences qu'on aura testées, qui peuvent être adaptables, pour faciliter aussi, je pense, la prise en main de cette démarche. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. C'était vraiment passionnant de vous voir et de nous faire découvrir ces ouvrages. J'espère que cela va vous inciter à la lecture et à la découverte de l'ensemble des deux textes. J'imagine que ces ouvrages sont à disposition à la bibliothèque du Fond au sein de la ville de Paris qui nous invite. Donc n'hésitez pas à les consulter, à les lire et à les partager. Vous me donnez tout à fait la transition adéquate concernant la proposition de jeux de société très intéressant. Donc je vais prendre les différentes informations en lien avec le jeu de société. Je pense que ça peut être très intéressant parce que les questions, la dernière séquence était sur comment doivent se positionner les professionnels de bibliothèque, doivent, ce n'est pas forcément un devoir, mais comment se positionnent-ils ou elles, quel rôle peuvent-ils jouer, quel rôle jouent-ils dans l'ensemble des questions d'éducation aux médias et à l'information, dans le cadre de la lutte contre la désinformation, en tant que professionnel d'information, comment agir. Peut-être que les collègues ici ont peut-être des témoignages à apporter. Donc peut-être que je vais vous laisser d'abord la parole avant de poser moi les questions. Non. Peut-être si. Voilà.
C'est un peu exactement la question que j'allais poser, c'est comment on se positionne, puisque on n'est pas des éducateurs, on est plutôt, on reçoit du public, et souvent ce qu'on nous dit, c'est on n'est pas là pour apprendre des choses aux usagers, on est là pour les aider à trouver à trouver des documents. Et voilà, ils refusent souvent, enfin, ils seraient légitimes à refuser de notre part une éducation, parce qu'ils reçoivent ça à l'école ou ailleurs. Alors, je ne sais pas si je suis clair. Mais... Oui, tout à fait. Ça pose la question en bibliothèque territoriale, j'imagine, de la formation des usagers. En bibliothèque universitaire, la question de formation des usagers, qu'on appelle les utilisateurs des bibliothèques, tous les publics, est particulièrement bien inscrite au sein des dispositifs des bibliothèques universitaires. C'est pas forcément du coup le cas en bibliothèque territoriale, enfin d'après ce que vous me dites, monsieur. Quels éléments vous pouvez apporter au questionnement? Alors, prudemment. Pour l'instant, ce qu'on a constaté, nous, c'est que ça fonctionne en silo. C'est-à-dire, vous avez des actions des bibliothèques, vous avez des actions d'associations populaires ou autres, vous avez des actions de l'éducation nationale, même à la limite, vous avez des actions du CLEMI au sein de l'éducation nationale qui ne sont pas forcément... Et donc, ça fonctionne beaucoup en silo et les gens s'ignorent. Alors, l'année dernière, nous, on a fait 2 jours avec la DRAC pour justement faire en sorte que les professionnels, enfin les spécialistes, les enseignants, les bibliothécaires puissent se rencontrer, dialoguer et voir s'ils pouvaient monter sur des territoires des projets. Ça a très bien marché, on était super contents et on s'est dit on va faire une EMI en réseau 2. Sauf que là, à la rentrée, le rectorat nous a appris qu'il n'était plus question que les enseignants puissent sortir de leur classe. Toute la formation continue était supprimée. Donc, voilà. Donc, quelque part, quand on monte des opérations sur du moyen terme, quelquefois, les politiques nous en empêchent. Bon, ça, c'est un point. Le deuxième élément que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que dans les SCD, il y a plus... Enfin, pardon, bibliothèque universitaire... Oui, Service commun de documentation, SCD, ça marche bien. Ça marche bien. Il y a pas mal d'expérimentations, notamment sur les Wikipédia, des choses comme ça, qui permettent de travailler. Il y a plein d'opérations qui sont faites. Mais la demande, je l'ai dit tout à l'heure, la demande du côté des bibliothèques, telle qu'on nous on l'a perçue, les retours qu'on a eus, c'est 1, l'enseignement élémentaire, et 2, les parents, les seniors. Et là, vous voyez, par exemple, nous, Éducation nationale, les seniors, on ne peut pas toucher. Donc, voilà, il y a des zones comme ça où il faut qu'on arrive à trouver des complémentarités. L'éducation populaire peut toucher aussi les seniors, vous voyez, les associations, des choses comme ça. Et donc, plutôt que de dire on ne peut rien faire, moi je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, mais, alors avec prudence bien sûr, mais en essayant de se positionner et de voir comment on peut fonctionner en réseau, quoi. Voilà. En fait, on est parvenu aux mêmes conclusions. Là, on avait fait un rapport pour la Haute-Savoie avec justement Sophie Géel, Laurence Cora, et ce cloisonnement en fait entre les différents acteurs de l'EMI qui ne savent pas ce que font les uns les autres. Donc il y a une sorte de multitude d'initiatives. En fait, c'est souvent très riche tout ce qu'on peut faire, mais c'est pas connu. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de capitalisation ou de valorisation. Donc il faudrait des outils en fait aussi pour voilà. Et je pense que une des forces de la bibliothèque par rapport à la salle de classe que moi je connais mieux, mais c'est que c'est un endroit où a priori il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'évaluation, et donc cette posture surplombante que l'enseignant peut quand même malgré lui continuer d'adopter quand il essaie de mener des actions en EMI, il me semble que la bibliothécaire pourrait justement n'est pas pris dans ce piège-là et pourrait passer par des actions de médiation, mais c'est peut-être le terme de médiation qui est plus adapté que celui d'éducation qui effectivement dans un cadre-là. Alors, au sein du réseau des bibliothèques de Ville de Paris, il y a un collectif de veille EMI qui se réunit pour pouvoir proposer un catalogue de différentes animations ou partenaires potentiels pour les bibliothèques. Et donc il y a des animations ponctuelles qui sont menées dans plusieurs bibliothèques, soit à destination des plus jeunes, surtout écoles élémentaires,
ou collégiens, et quelques exceptions aussi pour les seniors, comme on dit. Mais oui, le lien c'est silo, mais on n'est pas en lien direct. Chacun fait dans son coin. Enfin, l'inverse existe aussi. Je veux dire que faire rentrer des gens des bibliothèques dans l'éducation nationale, c'est pas forcément évident. Je veux dire que moi, j'avais invité Salomé Kins, qui avait fait tout un travail chez vous, là. Elle était très heureuse de pouvoir parler à des futurs professeurs documentalistes de ce qui se passe en bibliothèque, vous voyez. Et moi, mes étudiants, là, ils étaient là. Ah bon, la bibliothèque, ça peut faire des choses? Bah oui, au contraire. On n'est pas assez nombreux, à la limite, pour faire des choses, donc... Mais j'ai l'impression que dans cette discussion, les différents acteurs se renvoient un peu la balle aussi. Hein. C'est-à-dire que je le constate notamment quand je discute avec des enseignants qui sont formés notamment au lycée pour une discipline. Hein. Et donc ça touche un peu à ce que Nolwenn a dit en début de discussion. C'est-à-dire quelle est la discipline dans laquelle l'éducation aux médias peut trouver sa place. Voilà, en réalité, c'est toute l'ambiguïté là. Ou est-ce que, comme c'est le résultat auquel on est parvenu lors d'une précédente discussion, je me souviens il y a quelque temps à l'ENSIM, ou est-ce que il faut que ça devienne une discipline, vous voyez? Donc, est-ce que la conclusion, c'est peut-être ça, hein, lui donner un statut plus affirmé. Aussi dans l'éducation nationale, dans les programmes, pour sortir l'enjeu de cette situation flottante où, voilà. Il y a une question. Alors, moi, j'ai entendu. Alors, je suis incapable de retrouver le nom de la personne qui en parlait, mais c'est quelqu'un qui fait de la recherche et qui expliquait notamment en ce qui concerne le sens critique que c'était une compétence qui était difficilement transférable. C'est-à-dire qu'apparemment dans les recherches qu'elle avait eues, il y avait cette problématique que si c'est le professeur de géographie qui se focalise sur l'esprit critique, les élèves vont retirer une forme d'esprit critique assez vive sur tout ce qui est géographie, mais que ça ne va pas forcément les amener à exercer cet esprit critique dans d'autres matières. Alors je ne sais pas, je suis désolée, je ne me rappelle plus du tout le nom de la personne, mais et du coup ça me fait dire que si c'est une spécialité, ben, est-ce que ça va fonctionner du coup? Je crois que l'esprit critique en soi ne peut pas être une discipline. Parce qu'en fait, l'esprit critique devrait présider dans toutes les sciences, hein, tout simplement, donc dans toutes les disciplines. Tout chercheur devrait être critique, tout enseignant devrait être critique. Par contre, il y a des outils, hein, on en a peu parlé parce que là, voilà, tout à l'heure, on avait mis l'accent sur le travail concernant le filtre interprétatif, mais en vérité, il y a un certain nombre d'outils, on va dire, et qu'on peut transmettre, hein, comme une sorte de catalogue d'outils, hein, et qu'on peut quand même mobiliser sur le terrain et qui aident non pas forcément à être critique, mais qui aide à regarder de près ou à lire de près. Et donc, du coup, à se demander, par exemple, comment une image de presse est construite. Et là, en fait, on a des outils concrets. On a un vocabulaire, par exemple, la question, je l'ai dit tout à l'heure, de la focalisation, du découpage de la photo. Là, par exemple, quand j'ai montré tout à l'heure la photo avec cette étoile,
elle a circulé dans les médias de façon assez diverse. Donc parfois c'est juste l'étoile qui a été découpée, parfois l'angle de prise de vue était beaucoup plus large. Et donc par exemple ce genre de compétences d'analyse d'image, on peut les résumer d'une certaine manière dans un catalogue d'outils et les transmettre et les mobiliser, mais dans quelle discipline au juste? C'est ça le truc en fait. Donc, est-ce que ça doit se faire en art plastique? Non, c'est certainement pas la plate. Est-ce que ça doit se faire en cours de français? Mais en cours de français, on travaille assez peu sur l'image. Donc, voilà. Et la même chose pour le texte. Je veux dire, on a quand même, là, pour le coup, un certain nombre d'outils qui relèvent de l'enseignement de la rhétorique et qui peuvent être mobilisés pour travailler déjà à la base sur cet enjeu de la critique qui permet aussi justement ce qu'on a dit tout à l'heure de déceler peut-être certaines stratégies de focalisation ou certaines stratégies de manipulation, et donc je dirais pas, je serais pas aussi pessimiste de dire que ça on ne peut pas transmettre ça. Par contre, ce qui est très important sur le terrain, et on s'en rend compte de ça, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on critique et pourquoi? D'où vient la critique et qui incarne la critique? Là, j'ai parlé d'outils techniques. Voilà. Mais ensuite, qu'est-ce qui est considéré comme un discours de propagande, par exemple? Là, on retombe dans la question des points de vue. Ce qui est pour l'un relève d'un discours informationnel, pour l'autre va relever d'un discours de propagande, parce qu'il a un autre point de vue sur le contenu. Mais où est la place pour ça? Ça, c'est pour moi une question cruciale. Moi, je crois beaucoup aussi à la collaboration entre, enfin, la formation déjà, mais dans le cadre de cette formation, à la collaboration entre chercheurs et enseignants ou bibliothécaires. Et donc, je trouve qu'on manque de lieux aussi pour faire ces formations, ou en tout cas, enfin, je parle à l'INSPE, quoi. C'est pas si simple en fait de créer un endroit où on peut aborder ces questions de manière détachée, on va dire aussi des postures éducation nationale. Et on voit bien que, en fait, si nous on arrive avec des propositions, des idées, on les teste ensemble. Et après, les enseignants savent comment se les réapproprier, comment faire des transpositions didactiques, et reviennent ensuite vers nous avec d'autres propositions qui nous font également avancer. Donc je crois, moi, en tout cas, de plus en plus à des formes de recherche collaborative qui prennent des formes de recherche action, recherche formation. Et mais je pense qu'il faut déjà former les professionnels en fait avant d'aller vers d'autres formes de propositions. Parce que c'est pas un ensemble de recettes toutes faites. L'éducation média à l'information, c'est pas juste j'ai tel outil de vérification d'infos et hop, ça y est, c'est bon. On voit ça beaucoup, mais en fait ça suffit pas. Et en effet, l'ENSIB essaie de développer justement cette mixité entre des différentes communautés professionnelles, les enseignants documentalistes, les bibliothécaires, à l'occasion de ces journées éducation aux médias et l'information qui ont lieu 3 fois par an. Donc la prochaine édition, c'est au mois de novembre, c'est l'EMI forme-t-elle des citoyens, des citoyennes. C'est un public, pour tout vous dire, d'enseignants documentalistes, de bibliothécaires, d'enseignants aussi de tous les domaines. Et on voit à quel point les acteurs sont divers, variés et peuvent se rassembler. Et il y a vraiment on sent toujours un grand intérêt, que j'ai assisté aux dernières éditions. Les publics étaient très contents de pouvoir dialoguer. Il y a un enjeu de dialogue, d'échange, de bonnes pratiques aussi, sur des jeux, des ateliers à mettre en place et à partager ces informations-là pour cesser de chacun de son côté chercher la même information finalement qui existe déjà et qui est perte de temps finalement et en termes d'efficacité par rapport à l'enjeu.
Donc voilà, c'est peut-être le mot que je voulais ajouter sur l'enjeu de discussion, de dialogue. Ouais, on voit enfin moi, ma formation elle est ouverte aussi d'ailleurs aux bibliothécaires. Malheureusement, voilà, j'en vois peu, mais elle est ouverte. Mais par contre, il y a vraiment une grande mixité entre enseignants du primaire et du secondaire. Et on voit qu'il y a ce besoin aussi de décloisonnement, voilà, de disciplinaire. Et l'EMI est un formidable instrument, voilà, pour réfléchir ensemble et comparer qu'est-ce qu'on fait dans le primaire, qu'est-ce qu'on fait dans le secondaire. Mais c'est, voilà, comment on peut créer quelque chose ensemble. Moi, je suis enseignante en lettres depuis 20 ans, et puis là, je suis en congé de formation pour préparer le concours le CAPES interne de professeur documentaliste. Donc, j'ai peut-être un regard un peu différent Enfin, je connais pas le monde des bibliothèques, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais ce que je trouve intéressant dans ce qui est en train de se dire là, c'est que sur le terrain même, je dirais, que les éducations A, même si on a énormément d'injonctions de la part de l'éducation nationale à faire tout, et du coup, il faut que nous, les professionnels que nous sommes, on choisit en fait en fonction de ce qu'on est, du public qu'on rencontre, etc. Mais ce qui est intéressant dans les éducations A et dans l'EMI, c'est que justement, ce n'est pas une matière spécifique, et donc c'est pas le prof doc seulement qui fait ça, et que du coup, on a de la coopération qui se met en œuvre obligatoirement au sein de cette éducation A. Et notamment, moi je l'ai fait en tant que prof de lettres, mais je trouve que ça fait partie des choses extrêmement riches. Et j'entends, nos programmes sont un peu pensés collectifs, entre le français, l'histoire, la géographie, il y a des choses qui se retrouvent selon les années, plus ou moins. Bon. Mais les élèves, eux, font les ponts aussi, hein. Ça s'entend concrètement au quotidien. Nous, on a donc l'image fixe et l'image mobile au programme en lettres, tous les ans, tout le temps. Voilà. On l'a beaucoup travaillé dans l'histoire des arts d'une manière différente, mais ça reste dans le programme. Et on voit bien que quand on passe à l'étude d'une image avec des élèves, ils utilisent des outils qu'ils ont vus en histoire et en géographie pour parler de l'image en français. Et l'important, c'est qu'on montre bien la spécificité du coup sensible qu'on va développer dans le cours de lettres, qui n'est pas exactement le même que l'esprit scientifique qu'on va développer en cours d'histoire ou en cours de géographie, mais ou même dans d'autres cours en sciences divers. Mais les élèves font le pont, ils le font très clairement. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je trouve que je connais pas encore tout à fait le monde du prof doc, mais ce que je trouve chouette dans ce que je perçois maintenant, c'est justement cette question entre éducation et médiation que vous évoquiez un petit peu. En fait, ils sont une espèce de croisement, puisque aussi ils accueillent des publics non contraints, contrairement à un professeur qui a un public contraint avec sa classe. Et dans l'accueil du public non contraint, même si ça fait partie de la politique documentaire d'avoir l'éducation, la formation du public qui arrive, mais il y a quelque chose aussi où on est plus proche de la médiation, j'ai l'impression, des bibliothèques. Il y a quelque chose au croisement là qui est peut-être intéressant à travailler. Vous souhaitez réagir ? Oui, ah oui. de manière provocatrice. Allez-y. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec votre prise de position et ça n'aurait pas de sens de dire qu'il faut qu'on travaille avec des bibliothécaires, des gens d'associations, des journalistes, des médias, et de dire après, non, c'est uniquement les professeurs documentalistes qui doivent s'occuper de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais reste que le danger, le constat qu'on fait, c'est que globalement, tout le monde s'occupe de EMI et derrière, personne ne s'occupe de EMI. C'est-à-dire que ce n'est pas structuré. C'est en bon vouloir et surtout, vous l'avez dit, les enseignants sont débordés de multiples missions qu'on leur ajoute les années après les années après les années. Et donc, moi personnellement, mais ça c'est un engagement, j'allais dire presque politique, je pense qu'on devrait disciplinariser plus le domaine EMI et qu'on confie effectivement aux professeurs documentalistes. Alors pas de manière, comment dirais-je, totalitaire, mais quand même qu'on ait un socle de savoir et de compétences qui soit bien établi.
Parce que pour l'instant, si, quand on regarde, enfin j'analyse forcément comme beaucoup les textes officiels, mais on peut dire on peut rester dans du flou si on veut rester dans du flou. Or, il me semble que si on veut former des citoyens, esprit critique et tout ça, il y a des bases, il y a des savoirs, il y a des savoirs à faire circuler. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu la position un peu polémique, mais pas trop, j'espère. Et ça n'empêche absolument pas que, par exemple, un article de presse ou une image de presse soit discuté par ailleurs dans un cours de français, par exemple. Hein. Mais je serais assez intéressée par... ouais. Il y a la même chose en bibliothèque. On fait de la médiation parce qu'on n'est pas... hyper formé à l'EMI, puisqu'on doit être formé à d'autres choses. Mais il n'empêche qu'on continue à faire de la médiation entre un public et des acteurs qui sont mieux formés, mais qu'on ne se met pas, nous, bibliothécaires, en scène parce qu'on ne se sent pas, pas capable, mais pas légitime. Ceci étant dit, hein, cette idée que Nolwenn a évoquée tout à l'heure, quand elle a dit il faut peut-être que l'éducation aux médias se fasse aussi dans des lieux qui ne sont pas la salle de classe, avec la structure qu'on connaît, hein, et à laquelle, notamment, lorsqu'on a... comme c'est le cas, souvent le cas entre 30 et 35 élèves, on ne peut malheureusement pas échapper à cette structure un peu fixe et classique, hein, de la transmission des savoirs. Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure avec la question de l'esprit critique, la question est aussi de savoir ce qui peut se discuter en classe et sous quelle forme, vous voyez, et jusqu'à quel point l'éducation aux médias doit ou pas devenir une matière qu'on évalue. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça produit lorsqu'on évalue ces compétences-là? C'est une question qu'on se pose régulièrement et qu'on s'est posée aussi dans les dispositifs là, dont on vous a parlé brièvement. Et une question critique pour le coup. Hein. Oui, en fait, on a une doctorante qui est professeure d'allemand, qui déploie dans sa classe d'allemand donc cette méthodologie en sémiotique sociale. Et effectivement, une des grandes questions quand même, c'est qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dans une salle de classe, qu'est-ce que l'élève a le droit de dire, et qu'est-ce que l'enseignant aussi, jusqu'où il peut aussi exprimer son point de vue. Ce qu'on n'a peut-être pas trop dit là aussi, c'est que nous-mêmes, dans ces ateliers de co-interprétation, à un moment donné ou à un autre, on est amené à donner notre point de vue. En tout cas, on le masque pas forcément. On estime qu'à partir du moment où on le justifie, c'est ok. Mais par contre, voilà, est-ce que avec l'injonction à la laïcité, par exemple, jusqu'où on peut dire que telle croyance religieuse a influencé mon point de vue, voilà, sur, par exemple, une caricature. Et donc cette doctorante va tenter aussi justement de travailler dans des tiers-lieux culturels, telles des associations, des bibliothèques, pour voir si à partir d'une même image, d'un public de la même tranche d'âge, qu'est-ce qui se dit, voilà, quels sont les interdits de l'école, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent se dire ailleurs. Donc c'est vraiment très important aussi de tester l'influence de l'endroit, du dispositif qu'il y a tout autour dans ces opérations d'éducation aux médias. J'ai une dernière question, qui est une question d'actualité. Le président de la République a lancé les États généraux de l'information au mois d'octobre. Les enjeux sont les suivants: protéger l'information libre face aux ingérences et pérenniser le financement de l'information libre, indépendante et la production de documentaires. Un appel à contribution a été lancé. L'éducation aux médias et à l'information paraît
la question de la bibliothèque, des bibliothécaires ne paraît pas du tout, et l'angle d'attaque est plutôt centré sur les professionnels de l'information, mais surtout les journalistes. Les bibliothécaires, les associations de bibliothèques universitaires se posent des questions sur le positionnement des bibliothèques universitaires. J'imagine que la question également se pose au niveau de l'ABF, au niveau des associations. Quel est votre point de vue sur cette absence, déjà, qui est assez remarquable et remarquée? Alors d'abord, moi j'ai consulté la lettre de cadrage du 13 juillet, qui était beaucoup plus ouverte et où l'EMI était très présente dès le départ. C'était une des têtes de en premier quasiment. Ensuite, j'ai fait comme vous, je suppose, j'ai été voir sur le site et je me suis dit, tiens, il y a un volet, on va dire, éducation aux médias et pouvoir agir. Alors je me suis dit, oh là, où est-ce qu'on s'en va là-dedans, pouvoir agir, c'est quoi derrière? Enfin, je vois des gens, mais voilà, bon, pourquoi pas. Mais je pense que, alors, je vais être franc, je pense que soit c'est une grand-messe, comme on en a déjà connu dans d'autres domaines, soit effectivement ça va peut-être déboucher sur des choses intéressantes. Dans les choses que j'ai essayé de fouiller, il y a notamment le rapport de Violette Spielbout, qui est une députée Renaissance et qui on va dire, agit sur le domaine. Et elle est effectivement plusieurs choses qui me paraissent intéressantes. D'une part, peut-être une forme de disciplinarisation de l'EMI, plus accentuée. Bon. Elle propose aussi d'homologuer des actions. Ça voudrait dire qu'on pourrait être homologué pour faire tel type de sensibilisation, médiation, formation. Et puis, elle proposerait aussi des certifications des acteurs. C'est-à-dire que tout le monde, j'en connais, je ne vais pas dire de méchanceté sur certains collègues journalistes, mais qui n'ont pas beaucoup de boulot, donc ils décident de faire de la formation en EMI. Mais l'idée de certifier les acteurs peut être intéressante, notamment dans nos mondes, bibliothèques comme éducation nationale et associations. Je veux dire, je ne ferme pas la porte. Donc, vous voyez, malgré la peur d'une grand-mère, j'essaye de repérer les choses positives, les pépites. Après on verra. Enfin, qu'est-ce que l'information libre? C'est le postulat de base que j'ai repéré sur le site. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'information produite par les journalistes, par les grands journaux ou par les journaux alternatifs? Est-ce que c'est l'information telle qu'elle circule sur les réseaux sociaux? L'information produite par les citoyens? C'est quoi? C'est une question ouverte, tout à fait. Nolwenn, de votre côté, peut-être une réaction. Il y a des questions aussi que posent peut-être ces états généraux de l'information. Je crois que tout a été vaste question. Non, mais c'est vrai que... En tout cas, évidemment que les journalistes ont un rôle essentiel à jouer. Néanmoins, je pense que il faut vraiment que les autres acteurs, s'en emparent et affirment, à partir de leur sensibilité, en fait, de leur propre savoir, de leur corps de métier, le rôle qu'ils ont eux-mêmes à jouer. Quand on met en commun, il existe des résidences de journalistes en milieu scolaire, je pense qu'il en existe aussi en bibliothèque. On voit quand même que souvent, que ce soit moi je connais que le cas des enseignants, mais ils ont tendance à se mettre en retrait et à laisser le journaliste jouer ce rôle d'expert de l'information. Or, je pense que vraiment il faut réfléchir en fait à ces complémentarités, essayer de trouver, de réfléchir à la manière de travailler ensemble. Que chaque professionnel ait son mot à dire sur cette. Mais c'est justement la question que ça pose. Ça, c'est l'éducation aux médias, pose la question, qu'est-ce que l'information libre? Est-ce qu'elle n'est pas
toujours, par définition, fabriqué et comment? Ça, c'est la question de base de l'éducation aux médias. Hein. Et en fait, le journaliste va là avoir un discours qui peut témoigner jusqu'à un certain point de cette fabrication-là, mais jamais jusqu'au bout. Hein. Et c'est là que justement l'éducation aux médias assurée par d'autres acteurs a son rôle complémentaire à jouer. Je vais aller dans le même sens que toi. Je pense que... alors, d'une part, je pense qu'il y avait un monopole des journalistes et une professionnalisation des journalistes qui s'est construite avec la presse notamment et compagnie, mais qu'aujourd'hui, notamment parce que tout le monde peut publier, aujourd'hui tout le monde peut publier, le monopole entre guillemets symbolique des journalistes est remis en question. Et il me semble, moi, que, bien entendu, comme on est tous les trois ici, tous d'accord pour dire qu'il faut mieux jouer sur des collaborations, sur des projets collectifs, collaboratifs et autres, que de s'opposer. Mais moi, à titre d'enseignant-chercheur, je pense qu'un des enjeux pour nous, c'est de faire que nos jeunes et moins jeunes assument certaines responsabilités quand ils éditent des choses, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, pas simplement les fake news, je veux dire. Et donc là, il y a une fabrique de l'information, comme tu disais, Alexandra, une fabrique de l'information que doivent connaître les jeunes et qu'ils doivent peut-être aussi les faire bouger, cette fabrique de l'information. Donc voilà, il y a des choses encore qui sont en devenir. Moi, je prêche j'essaye de comprendre comment se socialise au niveau des jeunes des formes de construction de messages. Allez voir ce qui se passe sur les jeux vidéo et sur les chaînes associées les chaînes YouTube ou réseaux sociaux. C'est de nouveaux modèles qui apparaissent progressivement de communication. Et là, je me dis, oh Eric, là, tu dates de 2 siècles, là, il faut que tu te bouges, quoi. Mais voilà, c'est la manière dont les jeunes... bon, j'arrête. Une dernière question. Est-ce qu'il existe des outils qu'on pourrait diffuser pour établir la confiance de la source? Pour dire, parce que c'est un des points de l'EMI, d'identifier la source pour accorder ou pas sa confiance à l'information fabriquée ou lue. Et moi, c'est un point qui m'interroge, c'est où est-ce que je peux trouver les informations, de la transparence pour accorder ma confiance à tel journaliste plutôt qu'à un autre. Je vais peut-être commencer par répondre si vous êtes d'accord, hein, parce qu'en fait, me vient à l'esprit une thèse très intéressante que j'ai eu à évaluer il y a quelques mois et qui portait sur le mouvement des Gilets jaunes et notamment la documentation de ce qu'on appelle peut-être avec un terme problématique, les violences policières. Et en fait, le truc, et cette thèse l'a très clairement montré, hein, que c'est sous la pression de ce qui se diffusait sur les réseaux sociaux de façon de plus en plus massive qu'ensuite les médias, les grands médias se sont emparés de ce fait que certains débordements de ce côté-là, et qu'on pourrait appeler violence policière, existent. Donc vous voyez bien à quel point, du coup, il est compliqué, en tout cas de mon point de vue, de donner une réponse tranchée à votre question. Et je ne veux pas dire par là que tous les médias classiques mentent, hein. C'est pas mon propos. Mais en fait, qu'il est juste très compliqué de répondre à votre question de façon, avec un canon établi.
Mais tous les journaux aujourd'hui proposent des outils de vérification. Ça devrait être leur travail en fait à la base, mais ils proposent en plus un service de check news, que ce soit Le Monde ou Libé, enfin voilà, tous proposent ces outils-là qui sont très certainement fiables. Mais il me semble que tout le propos qu'on a eu jusqu'à présent, c'était justement de dire que c'est peut-être, il y a un enjeu ici, mais il y a d'autres enjeux autour qui nous paraissent tout aussi cruciaux, parce que c'est pas parce que cet outil-là, direct à l'information est fiable que pour autant est-ce qu'un élève va y croire ou pas en fait. Là-dessus, on joue sur des idéologies, des croyances, et je pense que c'est là où aujourd'hui voilà. L'évaluation de l'information, d'avoir une connaissance un peu précise du background de l'auteur de l'information pour décider de dire que je lui accorde ma confiance ou pas. Est-ce que les journalistes doivent remplir des fiches de déontologie, enfin des fiches de comment on dit, de conflit d'intérêt, sur les questions de conflit d'intérêt. Les médecins sont censés remplir des fiches de conflit d'intérêt quand ils produisent des études par rapport aux industries pharmaceutiques. Est-ce que les journalistes ne sont pas appelés à faire ce genre de déclaration? Une déontologie chez les journalistes qui est quand on fait des études de journalisme, il y a une déontologie. Oui, mais ça n'empêche que que les journalistes, on se méfie des journalistes aujourd'hui. C'est un des constats que vous faisiez. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est si problématique de vraiment considérer qu'un journaliste travaille aussi pour un média qui a une ligne éditoriale, et que c'est aussi cette ligne éditoriale qui détermine ce qui va être mis en évidence ou pas. Je vous dis ça aussi sur la base de l'expérience que j'ai du métier de journaliste, parce qu'en fait, dans une autre vie, avant de me reconvertir vers le métier d'universitaire, j'ai fait pendant plusieurs années du journalisme local en Allemagne, en Bavière. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette question de la ligne éditoriale du journal pour lequel j'ai travaillé à l'époque, je me la posais tous les jours. Et elle est posée tous les jours dans les conférences de rédaction le matin, lorsqu'on trie les infos qui nous sont envoyées, par exemple par les agences de presse. Les infos qui tombent, on les trie selon qu'est-ce que nos lecteurs souhaitent lire, qu'est-ce que nous, on souhaite mettre en évidence. Et en fait, l'enjeu de l'éducation aux médias, pour moi, ce n'est pas de dire tel ou tel journal ou tel journaliste fait de l'info mieux qu'un autre, mais de montrer, oui, cette information-là, elle se décline de 10, 20 points de vue différents, parce que les médias fabriquent cette information selon un point de vue et une ligne éditoriale. Et c'est pas problématique en soi. Mais justement, l'enjeu de l'éducation aux médias, c'est de mettre le doigt là-dessus. Et donc de montrer comment, un fait divers, par exemple, est relaté différemment d'un média à l'autre. Et ce qui nous paraît pour nous des évidences, les constats que je fais à l'INSPE de Lorraine auprès d'enseignants de 24, 25 ans, enfin de futurs enseignants, c'est qu'aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup de mal justement à déterminer ces lignes éditoriales. Quand je leur présente la une de l'UMA, du Monde, de Libération, du Figaro, ils ne savent pas toujours exactement quelle est la ligne politique de ces journaux nationaux. Je crois que dans votre question, il y a aussi un changement de fonctionnement des médias entre journalistes et éditorialistes. On a de plus en plus, notamment dans les chaînes de diffusion d'informations en continu, plus d'éditorialistes qui donnent des points de vue orientés que de journalistes qui font un travail de base, entre guillemets, j'exagère en disant ça. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que, alors là, ça me ramène à quelques années en arrière, pour l'élection du maire de Rouen,
un des candidats avait racheté juste avant le Paris-Normandie, qui est le journal de la presse régionale. Et alors, gros débat au sein de des rédacteurs et des journalistes. Ils ont négocié, un peu comme pour Le Monde, une charte d'indépendance. Je faisais partie d'un groupe de surveillance en plus de l'indépendance. Enfin bon, mais vous voyez, les journalistes, eux aussi, sont des professionnels qui sont capables de s'organiser, de se co-organiser pour qu'une certaine éthique et une certaine déontologie soit respectée, quoi. Maintenant, ça s'est fait à cette époque-là. Voilà. Le mot de la fin. C'est acceptable de se positionner et de donner un point de vue. Je crois que c'est aussi quelque part une demande du public. Et c'est la logique de la presse française de jouer sur le pluralisme. En France, l'idée, c'est que, dans la tradition française, en France, l'idée de la tradition française, c'est aux citoyens de diversifier ses sources d'information pour construire son propre point de vue. Vous voyez ? Donc et d'ailleurs, le Clémy, quand il a été créé, c'était bien sur cette idée de pouvoir travailler aussi bien sur l'humanité que sur la croix et faire former les élèves à une capacité d'identifier, comme tu le disais, des lignes directrices et des choix politiques, enfin des choix éditoriaux. Voilà. Écoutez, je pense que je vous remercie beaucoup pour vos questions et je remercie infiniment nos trois intervenants, Éric Delamotte, Alexandra Saemer et Nolwenn Tréondard, de s'être prêtés au jeu des questions-réponses, d'avoir présenté leurs ouvrages publiés aux presses de l'ENSIB. Un des objectifs de cette séquence et de cette séance était de donner envie de lire et de découvrir les ouvrages. J'espère que cela va vous donner envie et de feuilleter, de vous plonger dans ces ouvrages. Et voilà, je vous remercie. Je remercie encore Marie-Caroline Boitillot et son équipe. Et je vous dis à bientôt pour les rencontres de l'ENSIB, des presses de l'ENSIB.